ministre de l'économie a répondu ce samedi à la question orale sur la formation de prix de produits de grande consommation à la Chambre haute du Parlement. Pour les sénateurs, Jean-Paul Nemoato n'a pas convaincu. Le ministre de l'Intérieur a sensibilisé l'opinion sur l'importance de la décentralisation en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une journée porte ouverte organisée à l'Hôtel Invest. En sport, démarrage ce samedi à Kinshasa de la première édition du stage international des Jiu-Jitsu. Les détails dans cette édition d'actualité. Antenne A, le journal James Katamboa. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne des références pour votre information. Le journal reçoit pour vous Monsieur Patient Ligodi, qui est doctorant en communication et coordonnateur des ateliers de journalisme de Kinshasa. Avec lui, nous parlerons essentiellement de son bureau d'études. Bonsoir, Monsieur Patient. Bonsoir, James Katamboa. Bonsoir également aux téléspectateurs. C'est bon, je reviens à vous tout à l'heure. Merci. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Richard Mouyej, a organisé ce samedi 8 juin à l'hôtel Invest une journée porte ouverte pour la vulgarisation de la décentralisation en RDC dans tous ces 147 territoires. Eric Izami et Blaise. Voilà, nous revenons sur cet élément. Les ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Richard Mouyej, a organisé ce samedi 8 juin à l'hôtel Invest une journée porte ouverte pour la vulgarisation de la décentralisation en RDC dans tous ces 147 territoires. Eric Izami et Blaise Luna. Développement de la RDC à partir de la base. La décentralisation a été consignée dans la Constitution comme étant le mode de gestion de la République démocratique du Congo. Elle apporte le nécessaire, l'eau, l'électricité, l'école, l'hôpital, bref, les infrastructures de base à la plus petite entité administrative du pays. Fort de cette conviction, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, accompagné de quelques-uns de ses collègues, en est déjà à l'évaluation du processus de la décentralisation et de la présentation des outils de la réforme de la territoriale. La loi organique numéro 10/11 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions à l'intérieur des provinces. Dans le cadre de la commission interministérielle chargée de la réforme de la territoriale en RDC, les différents acteurs vont être déployés à travers tous les 4 coins du pays pour sensibiliser les Congolais en vue de leur permettre d'intérioriser la décentralisation choisie comme étant le mode de gestion de proximité. Les participants à l'atelier de sensibilisation et réflexion sur l'implication des femmes dans la mise en application de la résolution 2098 et l'accord cadre d'Addis Abeba ont élaboré le rapport final sanctionnant la fin de la rencontre organisée par les bureaux genre de la MONUSCO. Mamitambo Pepito Matondo pour le reportage. Cet atelier de sensibilisation et de réflexion sur l'implication de la femme dans le processus de paix propose comme recommandation contenue dans le rapport final d'avoir un plan sectoriel opérationnel budgétisé par axe, de mener de plaidoyer pour promouvoir les femmes au poste de décision, de rendre opérationnel dans les meilleurs délais le Forum national de femmes. La représentante de la ministre du Genre a convié les participants à s'activer pour la réalisation de toutes les recommandations formulées. Elle invite toutes les parties prenantes à s'engager pour la réalisation de ces stratégies et recommandations afin que la femme puisse réellement jouer son rôle d'artisan de la paix dans ce processus. La tenue de cet atelier a été saluée par le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Je voudrais vous remercier pour la qualité des travaux et la pertinence des résolutions et des recommandations que vous avez transmises. Et cela fera l'objet de notre attention. La non prise en compte de la société civile et les réseaux féminins dans la mise en place du Comité national de suivi de l'accord cadre reste le défi majeur pour les participants. Il va désormais présider l'institution chargée du processus électoral en RDC. L'abbé Apollinaire Malou, parce que c'est de lui qu'il s'agit, siégera au bureau de la CENI au poste de président
pour le compte de la société civile. Ceci découle de l'adoption par l'Assemblée nationale ce vendredi 7 juin 2013 de la résolution portant entérinement de la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage Laïn Bofando Mbungu Blaise Lunda sur un rendu de Sylvain Kapombo Bosengele. Les présidents de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, après avoir porté à la connaissance des députés nationaux les contenus des rapports définitifs des concertations avec les délégués des composantes en vue de la mise en place des organes de la CENI, a passé la parole au rapporteur de la Chambre basse du Parlement pour rendre public les noms des personnalités désignées à siéger à la nouvelle Commission électorale nationale indépendante. En voici la teneur. Conformément aux prescrits de l'article 53 bis de la loi organique, le bureau de l'Assemblée nationale doit prendre toutes les dispositions aux fins de l'installation effective des nouveaux organes de la CENI. Ceci, bien entendu, avant leur investiture par l'Assemblée nationale. Évidemment, à la fin de cette plénière, les réactions ont fusé de partout et dans les sens divers. Du côté de la majorité, on a salué la désignation de ces 13 personnalités qui siégeront au bureau de la CENI, alors que du côté de l'opposition, on a fustigé l'immixtion du bureau de l'Assemblée nationale dans la désignation de ces personnalités. Une fois de plus, c'est rendu de Sylvain Kapombo Bosengele. Le reportage est signé Laïn Bofando Mbungu et Blaise Lunda. Pour la majorité, le bureau de l'Assemblée nationale a abattu un travail des titans quant à son rôle d'arbitrage du respect de la représentativité par province et celui de la parité. C'est un travail qui a été fort ardu, mais bien mené par le bureau de notre institution. Nous nous en félicitons. Tout travail humain n'est pas parfait, mais je pense qu'ici, une étape importante vient d'être franchie. Mais je voudrais dire une chose, c'est que en ce qui concerne la province orientale, dont je suis issu, nous avons fort bataillé pour pouvoir disposer des membres au bureau, mais nous avons trouvé un juste milieu dans la mesure où nous avons aujourd'hui 2 membres sur 13 au sein de la commission de la CENI. Cependant, un débat s'en est suivi du côté de l'opposition avec en toile de fond les retours de l'abbé Apollinaire Malou Malou à la tête de l'institution électorale. Il n'y a pas match. Malou Malou et Ngoï Mulunda, il n'y a pas match. Vous voyez que c'est 2 personnalités différentes, même si nous pensons que Malou Malou est tout à fait différent de Ngoï Mulunda. Mais c'est la procédure, vous savez. On a dit qu'on ne devait pas s'y mixer dans le choix de composantes. Il y a une composante société civile qui devrait présenter leur candidature. Mais nous sommes surpris de voir que cette candidature vient de la majorité présidentielle. Et cette candidature est contestée dans la société civile. C'est là où nous nous posons des questions par rapport à l'appartenance réelle de l'abbé Apollinaire Malou Malou, dont l'expertise n'est pas, en tout cas, à mon avis, à mettre en cause. L'expertise, c'est bon, la moralité, on peut toujours penser là-dessus, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de tricherie. Si nos collègues de la majorité présidentielle ont profité de cette brèche pour aller présenter Malou Malou, c'est tout simplement pour venir biaiser le jeu, parce qu'il n'y a pas que 6, ils sont à 7 maintenant, donc il y a un déséquilibre
frappant là-dedans. Les temps des émotions passées. Il appartient à tous de penser aux jours à venir en ce qui concerne l'organisation des élections à tous les niveaux. Allez, allons à présent faire ample connaissance avec celui qui dirigera la Commission électorale nationale indépendante pour les prochaines années. Le parcours de l'abbé Apollinaire Malumalu est brossé ici par Patricia Molengombo Lekuni sur un rendu de Patrick Borel-Mukendi. Il avait déjà présidé la commission électorale indépendante organisatrice des scrutins législatifs, présidentiels, sénatoriaux et provinciaux de 2006-2007, avant de céder les relais à la commission électorale nationale indépendante qui a eu comme président le pasteur Daniel Ngoï Mulunda. L'abbé Malumalu revient à la tête de la CENI dont le bureau est composé de 6 membres dont 2 sont des femmes. Les choix des membres de la nouvelle CENI a tenu compte de l'équilibre dans la représentation provinciale présentée par les différents groupes parlementaires, a précisé Aubin Minakou, président de la Chambre basse du Parlement. Malumalu, la cinquantaine révolue, est un ecclésiastique activiste de la société civile en RDC. Il a été président de la CEI de 2003 à février 2011, puis de nouveau en juin 2013. Entre 1993 et 1986, il est curé de la paroisse des Monestiers de Clermont dans les diocèses de Grenoble. En 1997, il revient en RDC où il va occuper la fonction du vice-recteur puis recteur de l'université des Graben à Butembo. En 2003, le nouveau président de la CENI est nommé expert au service présidentiel d'études stratégiques attaché au cabinet du président de la République, Joseph Kabila. Et en 2007, il est également chargé des travaux préparatoires de la conférence de Goma en vue d'une issue à la guerre de l'Est. L'abbé Malumalu reçoit en 2008 les titres de honoris causa de l'Université de Liège pour avoir réussi à organiser des élections démocratiques et transparentes en RDC en 2006. Ces 2 chambres sont jumelles, on ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. Là, on va à présent jeter un coup d'œil du côté de la chambre haute du Parlement où on nous signale par Eric Izami que 48 heures après son passage à la chambre haute du Parlement, Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie et commerce, y est revenu ce samedi 8 juin. L'auteur de la question orale, avec débat sollicité, a obtenu l'autorisation d'enquêter sur la formation des prix des produits de grande consommation, sucre, sel, poisson et bien d'autres. Les images sont signées Blaise Lunda. Face au sénateur samedi 8 juin, le ministre Jean-Paul Nemoyato de l'économie et commerce est revenu pour répondre à la quarantaine de questions lui posées sur la formation de prix de produits de première nécessité en RDC. Depuis une année, les prix sont stabilisés. Nous vivons pas en dehors du Congo. Les prix sont restés stables. Le prix des chanchards a diminué de près de 9 000 francs congolais. Parce que le carton 20 plus est parti de 82 000 francs à 72 000 francs. Et le carton de 18 plus est parti de 52 000 à 40 000 francs. Donc les prix ont connu une baisse significative, rien que pour cette semaine. L'auteur de la question orale avec débat, la sénatrice Goya Kitenge, n'a pas, hélas, été convaincue. Du dysfonctionnement en matière de contrôle de prix de produits de première nécessité et de la divergence de fait par rapport à la pénurie de la farine de maïs constatée à Lumbashi au mois d'avril passé. De ces faits, nous nous en remettons à l'auguste Assemblée pour solliciter la création d'une commission d'enquête à la lumière de laquelle le Sénat, considéré comme la chambre de la mesure, aura à formuler des recommandations au gouvernement. En RDC, l'État ne fixe pas a priori le prix de produits de grande consommation. L'État dicte les règles du jeu et l'opérateur économique ne doit pas aller au-delà de 20% de bénéfices. C'est ainsi qu'en principe, l'État procède à un contrôle a posteriori pour attester le respect de cette réglementation. Et ce contrôle s'avère généralement moins performant. Je vous le disais en ouverture de ce journal, nous recevons M. Patient Ligodi, qui est doctorant en communication et coordonnateur des ateliers de journalisme de Kinshasa. Bonsoir, M. Patient. Bonsoir, James Katamba. Une brève présentation de votre bureau d'études. Et pensez-vous qu'il a vraiment sa place dans l'espace, dans l'environnement congolais actuellement? Merci de l'invitation d'abord. Je présente d'abord, avant de présenter l'organisation, je voulais juste donner quelques chiffres pour vous permettre justement de voir les problèmes
les principaux problèmes que moi j'identifie comme l'obstacle au développement des médias dans notre pays. Vous savez par exemple que cette année, sur base des études qui ont été faites par de plus grandes agences, l'une des plus grandes agences européennes de sondage et d'audience, c'est que l'investissement publicitaire en République démocratique du Congo est évalué à environ 90 millions de dollars pour cette année. Alors, quel est ce média aujourd'hui qui peut aujourd'hui lever son petit doigt pour dire qu'il revendique au moins 1 million de dollars de cette manne publicitaire? Personne. Pourquoi? Parce que justement, on a l'habitude de parler d'organes de presse dans notre média sans évoquer que ces organes de presse sont en réalité des entreprises de presse. Et comme entreprises de presse, ils doivent justement essayer de développer des stratégies qui leur permettent de se situer sur le marché publicitaire congolais. Là, je parle de médias commerciaux. Alors, quand on continue à rêver, quand on continue à ne rien faire, on va se retrouver dans une situation où on a des médias qui vont éternellement rester des bébés. Comme c'est le cas, vous avez des entreprises médiatiques qui, quand elles ont commencé, ont eu un certain niveau. 10 ans après, on n'évolue pas. Pourquoi je dis cela? Il y a deux façons de prévoir, de se situer dans un marché publicitaire, par exemple. Quand on est une entreprise, il y a ce qu'on appelle le mode opérationnel. C'est quand une entreprise subit l'environnement. Quand une entreprise n'arrive pas justement à pouvoir intégrer dans son fonctionnement les éléments du contexte. Et il y a ce qu'on appelle le mode stratégique. C'est quand l'entreprise, en tant qu'entité, arrive à intégrer les autres partenaires du champ médiatique dans sa stratégie. C'est quand on arrive à étudier, à anticiper les actions et à dire on est aujourd'hui à 1 million de francs congolais, dans 2 mois on veut être à 4 millions de dollars, à 4 millions, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle un mode stratégique. Donc, la stratégie... Merci, mais c'est la difficulté de recevoir un journaliste. Là, on est vraiment parti dans les ateliers. Ouais. Alors, on va faire rapide, on va faire vite. Alors, j'avais juste besoin que vous me disiez un tout petit peu, vous nous définissiez un tout petit peu votre bureau d'études, les ateliers de journalisme de Kinshasa. Là, on est vraiment parti dans les ateliers. En fait, les ateliers de journalisme de Kinshasa, c'est un cabinet d'études qui essentiellement travaille dans l'accompagnement de médias congolais. C'est-à-dire que nous organisons des ateliers et des consultances à l'endroit de professionnels de médias et des médias justement, en ce qui concerne la création de programmes générateurs des revenus, en ce qui concerne les positionnements stratégiques de l'entreprise sur le marché publicitaire, en ce qui concerne l'accompagnement éditorial des différentes entreprises. Et on le fait au Congo et on le fait à Kinshasa, on le fait au niveau de l'Afrique centrale parce que récemment on a été aussi au Congo-Brazzaville et très bientôt on va encore une fois de plus y retourner pour essayer d'accompagner ces médias. Votre bureau d'études existe depuis combien de temps? Depuis le mois de février de cette année et on est encore un bureau très jeune. À votre actif, déjà quelques ateliers d'organiser dans la capitale ou dans les environs? On a organisé à Kinshasa 2 ateliers déjà sur la création de programmes audiovisuels dédiés à la politique. Parce que vous savez, on ne peut pas avoir des émissions politiques parce qu'on a envie d'avoir des émissions politiques. Une émission doit rentrer dans l'identité de la radio ou de la télévision. Une émission doit avoir sa place dans la charte éditoriale de la radio ou de la télévision. Une émission doit représenter plus ou moins une audience. Cet atelier a été organisé à Kinshasa, à Kabinda Center. Il y a également un autre atelier qui a été organisé suivant cette même thématique. Et actuellement, aujourd'hui, on a organisé un autre atelier sur la génération de revenus dans les médias congolais. C'est un atelier qui a eu lieu au Grand Hôtel Kinshasa et qui a rassemblé les responsables marketing de radio et de télévision autour d'une table sur une question principale, pourquoi on n'arrive pas à engager l'investissement publicitaire en République démocratique du Congo. Je donne juste un exemple bête. Rapide. Est-ce que vous savez par exemple qu'en RDC, 51% d'investissement publicitaire va dans l'affichage et le reste va dans l'audiovisuel et dans la presse écrite. Alors qu'ailleurs, par exemple, je donne les cas de la France, on ne peut pas se comparer,
En France, par exemple, vous avez simplement 11% de l'investissement publicitaire qui va dans l'affichage. Pourquoi? Parce que les médias audiovisuels ont la capacité de capter cette manne publicitaire, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Exact. Alors, M. Patient, dites-nous ça se passe comment? Vous lancez des invitations à l'endroit de votre public cible ou vous faites comment pour organiser ce genre d'atelier? Je donne un exemple concret, c'est le cas de l'atelier qui a eu lieu au Grand Hôtel aujourd'hui. Nous avons ciblé les responsables marketing de médias. Nous sommes allés le voir, on a exposé la problématique et ils ont souscrit et ils sont venus. Et on était